Cette semaine au Balado, on parle de l'entrevue de Pierre Poilievre à Joe Rogan, de la situation culturelle au Québec et des nouvelles subventions au journalisme dit fiable avec Jérôme Blanchet-Gravel. Et Virginie Dosti-Toupin nous présente ses analyses sur la situation des jeunes garçons au Québec ainsi que du grand retour, peut-être, de l'énergie nucléaire civile. Tout cela et bien plus dans votre libre podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Dans la première partie de ce balado, j'ai la joie d'être en compagnie du rédacteur en chef de Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Et notez que l'ensemble des sujets traités dans le cadre de ce balado sont traités d'une manière ou d'une autre sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, Jérôme, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais au Mexique. Je crois que tu es revenu au froid avec nous, ici même au Québec. Parle-nous un peu de ton retour. Ben, c'est tout récent. Effectivement, pour vraiment sauter l'hiver au Québec, il faut revenir dans le coin du 20 juin. Il faut repartir dans le coin du 20 septembre. On s'en sort pas autrement. Non, c'est ça. Donc, c'est tout un processus, le printemps, qui n'est pas encore arrivé. Mais écoutez, je suis quand même habitué au contraste, etc., de plus en plus. Donc, pour rassurer nos auditeurs, non, je ne suis pas exactement un snowbird. Mon but n'est pas seulement de quitter le froid, mais plutôt, j'ai une vie un peu, effectivement, entre deux pays. Et pour les auditeurs qui ont suivi, ça m'a encore permis de me plonger dans l'actualité latino-américaine, mexicaine en particulier. Donc, rappelons-le, on ne sait pas forcément, l'actualité est imprévisible. Donc, rappelons-le, je suis allé notamment dans le Jalisco faire une série de reportages sur l'élimination du fameux narcotrafiquant El Mencho. J'ai pu m'abreuver aussi de sources et de références latino-américaines. J'en profite à chaque fois, évidemment, pour lire la presse locale plus intensément. Bon, je le fais en ligne, mais le papier, etc., la proximité nous permet évidemment de nous plonger encore plus. Et je ramène à Libre Média souvent des spécialistes, des gens que j'ai lus au Mexique, en Amérique latine, pour ramener leur analyse à Libre Média à travers une entrevue, évidemment, traduite en français. Donc, je pense que ça contribue quand même à rafraîchir un peu l'écosystème médiatique au Québec. Ça nous prend ça de faire des parallèles et tout simplement avoir d'autres points de vue. Souvent, c'est des gens qui ont un point de vue assez décomplexé sur les choses. C'est là qu'on voit aussi que le Québec, je le répète souvent, mais baigne dans l'autocensure, beaucoup dans un climat intellectuel quand même assez policé. Alors que les gens, quand même, en général, sont plus libres, honnêtement, en Amérique latine, de s'exprimer. C'est vrai aussi, en France, à une autre échelle. Donc, ça fait du bien et ça me permet, c'est ça, moi, d'avoir un autre regard sur les choses, un regard extérieur qui nous aide à comprendre qui nous sommes et où nous allons. Je ne sais pas si nous allons dans la bonne direction, Francis, au Québec actuellement, je pense que non. Mais c'est ça, tout ça pour dire que ces séjours me permettent quand même d'emmener de l'eau au moulin de Libre Média, autrement. Oui, parce qu'on voit au Québec, notamment, il y a une certaine déconnexion un peu des grandes tendances actuelles dans le monde médiatique. On peut penser cette semaine, par exemple, Pierre Poilievre qui s'est rendu au Texas, à Austin, au micro de Joe Rogan pour donner presque une conférence parce que... la longueur, oui. Oui, c'est ça, 2h40 environ. J'ai eu le temps de l'écouter moi-même dans l'avion de retour de Détroit. C'était ce hub qui m'a permis de sortir de la Floride où j'ai passé une semaine parce que les aéroports de Dubaï, nos auditeurs peut-être pour la petite histoire, j'étais censé aller à Dubaï chez un ami de longue date et finalement mon avion a été annulé, donc j'ai requalifié cette période de ma vie vers la Floride mais j'ai quand même eu des vols annulés moi-même, donc pour faire une histoire brève, j'ai eu le temps d'écouter ce podcast de Joe Rogan avec Pierre Poilievre et on voit à quel point, même dans le traitement canadien médiatique de cette entrevue-là,
on voit à quel point il y a besoin d'explications. Qui est Joe Rogan? Que fait-il? Quelles sont ses prises de position et tout ça? Donc, il y a tout un lexique que nos médias, dont TVA, nous permettent de bien comprendre de qui il s'agit pour finalement, on s'en rend compte, essayer de faire en sorte que les gens n'aillent pas écouter l'entrevue. Oui, il y a comme une aura, effectivement, de danger autour de cette entrevue. C'est assez particulier, effectivement. Là. Exactement. Puis, en fait, compte, la majorité de l'entrevue, on parle de toutes sortes de choses, des sujets propres, disons, à cette personnalité américaine. Il y a un long passage qui parle de MMA, cet art, les arts martiaux, les combats extrêmes et tout ça. Donc, on parle beaucoup de ça. Et c'est assez intéressant, mais il n'y a rien de nouveau. Et on voit aussi, et ce qui ressort de cette entrevue-là, c'est que, selon moi, Pierre Poilievre est vraiment un conservateur assez modéré. Là. Donc, et on voyait que Joe Rogan essayait de l'amener dans des endroits plus controversés. Presque dans les premières minutes, on parle de la théorie de la conspiration que que Justin Trudeau est le fils de Fidel Castro. J'ai vérifié à Libremédia, j'ai fait mes recherches et les dates ne coïncident pas. J'ai vérifié et non, le fameux voyage de Pierre-Éliott Trudeau à La Havane est postérieur à la naissance du père de Justin. Donc, du fils. Donc, non, ça ne fonctionne pas. Mais j'avais quand même vérifié par curiosité parce que je m'intéresse particulièrement à l'île de Cuba. Enfin, je te laisse poursuivre. Il faut dire que les photos sont très ressemblantes. Donc, c'est simplement que ça accroche lorsque vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Mais donc, on voit que même que Joe Rogan est connu pour avoir boycotté et continué de boycotter le Canada, qui est un pays qu'il connaît. Il est venu à Montréal, il a fait des shows d'humour, justement, à Juste pour rire et tout ça. Et il lui a dit pourquoi tu reviens pas au Canada et tout ça. Donc, depuis la passe qu'on a appelé des camionneurs, la saisie un peu, et donc la tendance autoritaire dans laquelle s'est engagé le Canada. Donc, il le boycotte et donc Pierre Poilievre devait défendre ce Canada-là, mais il a défendu un Canada, une vision, disons, traditionnelle des relations entre les États-Unis et le Canada, où est-ce qu'il y avait vraiment une collaboration, une amitié, mais une souveraineté, et même Joe Rogan était d'accord que la question du 51e État, c'était un peu, c'était très exagéré, tout ça, et que les Canadiens avaient bien fait, entre guillemets, d'être offusqués de cette au début, ce qui était une boutade, mais est devenu vraiment une espèce de façon d'humilier là, les Canadiens pour Donald Trump. Donc, il était assez d'accord, mais on voit, sur des questions, on ne va pas faire un résumé complet, mais c'est assez intéressant. Donc, on invite nos auditeurs là, d'aller écouter cette entrevue, cet entretien assez long. Pour ceux qui sont capables, là, je dirais, ou j'aurais disons, le conseil de l'écouter on sait que quand on écoute des podcasts, là, on peut l'écouter en mais ça prend du courage. Ça prend du courage, parce que, comme nous le dit Emmanuel Latraverse, je ne sais pas qui va avoir le courage de l'écouter. Donc, toi, Francis, tu as eu le courage d'écouter Joe Rogan dans l'avion. Tu es vraiment très intrépide. Non seulement prendre l'avion, mais écouter un balado de Joe Rogan dans l'avion. Je trouve que c'est pas mal risqué, là, ta vie, là, maintenant. Non, mais je l'ai écouté en 1.5, vitesse 1.5, donc c'est beaucoup plus rapide, donc ça m'a pris beaucoup moins de temps là, à l'écouter. Donc, et surtout les questions. Mais je me suis même pris à m'endormir un moment, mais je me suis réveillé au moment le meilleur, selon moi, qui était le moment où est-ce qu'il parle de cétose et de diète carnivore et de l'importance de pouvoir manger de la viande. Donc, c'est un de mes dadas. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de m'expliquer là-dessus, mais ils ont traité de ce sujet également, et de la malbouffe et comment c'est important, l'exercice et tout ça. Donc, ils ont traité beaucoup de sujets. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'écouter, de l'écouter pour ceux qui sont capables, mais l'écouter en 1.5 ou même 2 fois la vitesse, c'est toujours quelque chose qui peut être utile pour économiser son temps.
Donc, Jérôme, tu parlais justement du Mexique et de comment ce qui se passe là-bas peut nous inspirer. On le sait que c'est un gouvernement de gauche. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, elle est connue pour, disons justement d'être dans la lignée de son prédécesseur, Manuel López Obrador, et de comment, peut-être d'une manière plus polie, d'une manière moins populiste, on pourrait dire, avec un peu plus de classe quand même. Il y a quelque chose dans le style qui diffère, mais les politiques sont... Bon, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça, mais cette gauche mexicaine s'attaque, contrairement à celle québécoise et canadienne, à la bureaucratie. Alors, parle-nous justement de cet article de Xavier Bélanger-Costa qui, selon lui, manifeste comment la réduction de la bureaucratie n'est plus l'apanage de la droite, puisqu'au Mexique, comme au Vietnam, des gouvernements de gauche s'attaquent eux aussi aux privilèges d'une fonction publique dorée et cherchent à rendre l'État plus sobre et plus efficace. Ben oui, c'est rafraîchissant aussi comme nouvelle. Donc, effectivement, le combat, si je peux dire, contre la caste, dont on a fait état largement dans le dernier documentaire consacré à l'Argentine de Milei, toujours disponible sur notre chaîne YouTube, Démantèlement, le prix de la liberté. Donc, c'est une expérience, finalement, celle de la réduction de la bureaucratie qui, maintenant, s'est étendue à d'autres pays qui ne sont pas gouvernés par la droite. Donc, pour ceux qui ont envie de penser que mettre la tronçonneuse dans l'État, c'est le fruit seulement de la droite, voire de l'extrême droite, comme on aime tant répéter justement dans nos grands médias, ben c'est faux. Maintenant, des organisations, des administrations plutôt de gauche, mais vraiment de la vraie gauche, s'attaquent à la bureaucratie. Donc, c'est le cas, effectivement, de Claudia Sheinbaum, la successeur effectivement, d'AMLO au Mexique, qui s'est attaqué quand même finalement aux rentes, aux pensions de tout un paquet de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires de l'État, sans pléonasme, donc des organismes publics, là, un peu comme au Canada, c'est-à-dire les hauts dirigeants, par exemple, des transports, toutes sortes de ministères classiques, là, c'est-à-dire donc des fonctionnaires qui ont exercé des rôles importants dans l'administration publique, qui se font effectivement un peu couper les vivres. Donc, il y a ça, mais il y a autre chose. Vraiment, on parle d'austérité républicaine. C'est vraiment une philosophie. C'est pas qu'un petit dossier. Là. La présidente Claudia Sheinbaum vise vraiment à réduire la taille de la fonction publique et ses privilèges au Mexique. Donc, c'est quand même étonnant. Là. Donc, le Québec, en fait, n'a plus d'excuses pour ne pas faire ce ménage-là, qui a été, comme le dit l'article, c'est une commande, évidemment, que j'ai passée à M. Xavier Bélanger-Costa. Donc, le Vietnam aussi, quand même, le Vietnam communiste qui a entamé une réforme encore plus radicale, peut-être que celle même entamée par Milei. Donc, au Vietnam, donc je suis pas sûr qu'on peut dire que le Vietnam est, disons, viré à l'extrême droite. Là. Le Parti communiste vietnamien n'est pas viré à l'extrême droite exactement, mais il y a une volonté d'une bonne gouvernance. Donc, au Vietnam, c'est un peu pareil. Mais partout, on le sait, la fonction publique, c'est un organisme finalement vivant d'une certaine façon, qui ne fait que s'étendre. C'est une sorte de mauvaise herbe, là, je peux dire. Et donc, au Vietnam, on veut aussi avoir des finances publiques saines. Et donc, en février de l'année dernière, 2025, le gouvernement communiste, je le répète, donc a approuvé une réforme drastique. 20% des emplois de la fonction publique sont en train d'être supprimés, tout simplement. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est un dossier dont on n'a pas fait état du tout dans nos médias. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on s'emploie à protéger le système. Nos médias viennent de recevoir aussi une enveloppe de 75 millions de dollars, donc pour financer le dit journalisme fiable. Donc, le journalisme qui finalement nous disait qu'interdire le popcorn au cinéma allait contribuer à aplatir la courbe durant la pandémie. Donc, c'est très, très fiable comme genre de journalisme. Donc, non, on n'a plus de raison au Québec pour ne pas entamer un ménage. De toute façon, on le voit avec la fin de règne du gouvernement Legault, les déficits à répétition, des milliards, évidemment, de déficits. Les coffres sont vides et on continue, nous, finalement, d'alimenter la casse qui continue
à siphonner notre argent pendant que les services continuent de se dégrader. Donc, c'est très paradoxal. C'est vraiment décadent. Donc, il est plus temps que jamais, finalement, d'entamer ce grand ménage de la fonction publique. De toute façon, on a déjà frappé le mur. Hein, c'est-à-dire, ce qui est malheureux au Québec, c'est que l'essor de la droite ne viendra pas d'une volonté populaire, mais seulement d'un phénomène mécanique. C'est-à-dire, quand les coffres sont vides, comme le disait Milei dans un discours qui a été justement repris dans le documentaire, en noailles masse plata. C'est-à-dire, il n'y a plus d'argent. Plata, noailles plata. Désolé de vous le dire. Donc, au Québec, on va être obligé un jour de faire ce constat-là, surtout dans un contexte où 50% de la population pratiquement est inactive. C'est énorme. Je ne sais pas si vous imaginez. Là. Donc, on a atteint 50% de gens ne travaillent pas, ne travaillent plus. Donc, ne paye pas d'impôts, là, où il y a les bébés aussi, là. Il y a quand même les enfants. Il y a tout. La démographie ne supporte plus, évidemment, l'État-providence, etc. Donc, on a pas mal tout contre nous. Donc, on a frappé le mur et c'est ça. Donc là, on va être obligé. C'est ça qui est triste, c'est-à-dire au lieu d'avoir une volonté de faire des changements avant d'en arriver au précipice, malheureusement, on va tomber et c'est en tombant qu'on va être obligé d'essayer de nous adapter finalement au mur qu'on a frappé. Donc, mais qui parle de ça? Il me semble que ce serait un bon sujet, non? À gauche, il pourrait parler de ça, non? C'est-à-dire, la présidente du Mexique, c'est pas n'importe qui, c'est une femme, c'est la première femme présidente. Comme je dis, c'est pas quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Bon, on accuse un peu, toujours au Mexique, a-t-elle des liens très indirectement avec des narcotrafiquants? C'est une question qui traverse l'histoire du Mexique récente. Moi, je ne pense pas personnellement. Je pense que ce serait plutôt de manière très indirecte, son entourage peut-être. Mais aucun parti au Mexique n'est indemne de cette corruption endémique un peu là aussi. Il faut toujours garder ça en tête. Là. Donc, est-ce que, en comparaison avec les autres partis, elle détonne? Peut-être pas nécessairement. C'est ça. Donc, c'est un personnage auquel on devrait s'intéresser, d'autant plus qu'on a un accord de libre-échange. Ça fait plusieurs années, je le dis aussi, je déplore un peu l'ignorance. Notre ignorance, nous, les Québécois, envers un grand pays d'Amérique latine et sur notre continent, c'est-à-dire un pays de 130 millions de personnes, qui est le Mexique, donc qui est gouverné actuellement par une femme de caractère, une grande leader quand même. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait, c'est pas la question, mais c'est quand même quelqu'un qui était capable aussi et qui est toujours capable de tenir tête à Donald Trump, qui est toujours qui fait preuve d'un grand sang-froid. Rappelons-nous des tarifs, etc. Il y a toujours la menace finalement de pilonner le fameux accord de libre-échange qu'on a de Canada, Mexique, États-Unis, qu'on a avec ces deux pays-là. Donc, c'est un personnage duquel on devrait s'inspirer pour certaines choses. Et non, c'est silence radio sur cette importante réforme. Donc, austérité républicaine. Donc, au Mexique, l'austérité, ce n'est pas la droite libérale actuellement, c'est la gauche populiste qui la porte. C'est quand même assez dépaysant. Oui, parce qu'il y a des gens qui croient au libre marché, mais il y en a d'autres qui croient à l'État et c'est au nom de l'État qu'ils veulent le remettre sur pied finalement. Exactement. Donc, qui n'est pas le cas peut-être au Québec, puisque justement dans un autre article disponible au libre-media.com, réduction de la fonction publique, encore de la poudre aux yeux, l'article de la rédaction, on parle de ce dégraissage de l'État promis in extremis par le gouvernement Legault, qui relèverait du trompe-l'œil puisque malgré les 3540 postes abolis, l'État québécois a atteint un sommet d'un demi-million d'employés. La casse bureaucratique continue de prospérer. Ça, c'est sans compter tous les les emplois et les gens qui dépendent justement de l'argent du gouvernement dans le domaine parapublic. Et on peut penser justement même aux médecins là, qui finalement sont des fonctionnaires qui travaillent à soigner les gens. Exactement. Mais c'est ça, c'est que la nouvelle de la semaine dernière, le gouvernement Legault annonce en grande pompe qu'il y a effectivement 3540 postes de fonctionnaires qui auraient été abolis cette année. Rapidement, je vois la nouvelle. Je m'en réjouis sur le coup et finalement, je me dis non, il faut qu'on vérifie évidemment qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et on s'aperçoit rapidement en regardant des articles le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Il faut dire que là, je le dis, Québécois a fait du bon boulot dans ce dossier. Donc, le Journal de Québec en particulier, là, qui est près, évidemment, de l'Assemblée nationale, qui a fait une bonne job et qui
nous rapporte que le nombre d'employés du secteur public québécois est passé de 500 000 à 600 000 finalement depuis 2019. Donc, si on regarde les chiffres objectivement, même pas besoin de fouiller tant que ça, là, on s'aperçoit que on atteint le record. C'est-à-dire on n'a jamais eu autant de fonctionnaires et d'employés de l'État de toute l'histoire du Québec contemporain. Donc, c'est de la poudre aux yeux. C'est un subterfuge. Donc, il faut vraiment nous méfier, malheureusement, des annonces du gouvernement qui, dans ce dossier-là en particulier, relève de la pure communication. Donc, et les internautes le relevaient rapidement. J'avais partagé la nouvelle, un peu pour susciter la réaction. Et justement, les internautes me disaient, oui, mais pour 3540 postes abolis, combien de postes ajoutés, finalement? Et on s'en aperçoit que, oui, pour 3540 postes abolis, des milliers d'autres ont été ajoutés. Donc, tous les chiffres, encore une fois, sont publics, ont été, donc on les présente de manière assez clair, là. Donc, les chiffres principaux. Donc, ça n'a pas été très compliqué, en fait, de faire ce travail de recherche. Et c'est sans compter, vraiment, les hausses de salaire des hauts dirigeants, par exemple, de ceux de l'université, et des bonis aussi. La panoplie de bonis qui sont accordés aux employés pour, par exemple, avoir une bonne attitude. Écoutez ça, c'est juste incroyable. Une bonne attitude ou être resté au même ministère pendant au moins 3 ans. Wow, quel accomplissement en 3 ans. Écoutez, il y a plein de gens qui nous écoutent qui occupent le même emploi depuis 30, 40 ans. Et nous, on accorde des bonis par millions de dollars là, à des gens qui sont restés 3 ans consécutivement au même ministère. Écoutez, on rit de vous. On rit de nous. Bon, c'est une formule que j'emploie maintenant sur les réseaux. On rit vraiment de nous. Vraiment, c'est rendu n'importe quoi parce que les auditeurs le savent. Les services se dégradent et la fonction publique continue de se répandre, de grossir et les dirigeants de la fonction publique de plus en plus ont de meilleures conditions pendant que la population, elle, a de moins bonnes conditions. Donc, vraiment, c'est trop. J'espère qu'il va y avoir un réveil, là, parce que là, est-ce que Bernard Drinville vraiment ferait le ménage? Encore là, moi, j'en doute personnellement. Tellement c'est ancré. C'est une vraie culture, hein, vraiment, c'est une culture de la fonction publique. Le modèle québécois est encore sacré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'il y a un réveil, mais il est très graduel. Oui, OK. Ben, qu'est-ce que ça va prendre finalement? Parce qu'on parle toujours le mur, mais comment est-ce qu'une population qui s'est, elle-même projetée dans ce cul-de-sac fiscal et politique et culturel, comment peut-elle, une fois arrivée au fond du baril, avoir des pistes de solutions pour s'en sortir finalement? Donc, est-ce qu'on n'est pas condamné? Un petit peu. Ça prend beaucoup de pédagogie, ça prend des médias indépendants comme les nôtres, comme Yann et Frank et compagnie, pour continuer à d'abord simplement vulgariser et c'est-à-dire communiquer la réalité du terrain. En même temps, il y a des gens qui... il y a un noyau croissant qui est en train de se manifester. Il y a une frustration aussi qui s'accumule au Québec de toutes sortes de façons et ça sort de toutes sortes de façons aussi. Sur les réseaux sociaux, on sent beaucoup quand même une bonne tension. Justement, si on lit par exemple les commentaires en dessous sur X, par exemple, des différents politiciens et tout ça, tous ceux qui prétendent, on voyait les embrassades entre le ministre Girard de l'économie et tout ça, donc on a vraiment l'impression pour employer l'expression de Christian Saint-Germain, un ami du balado, c'est un bluff monumental. Donc, comment arrive-t-il à maquiller ou à se féliciter finalement d'un État et qu'on ne peut pas les penser ignorants de l'État du Québec actuel, non? Mm-hmm. Une grande indifférence finalement de notre élite, entre guillemets, envers l'État réel du Québec. Donc, c'est quand même, honnêtement, ça, c'est assez laid de voir ça quand même. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ces espèces de scènes de mauvais théâtre où on va applaudir. Bon, je sais qu'il y a une tradition en chambre qui veut qu'on applaudisse le budget, mais quand le budget est d'un déficit de 12 milliards,
semble que je me lèverais avec moins d'enthousiasme en chambre. Je sais pas, je ferais une genre de... J'essaierais d'applaudir de manière sobre. Je sais pas si ça se peut, mais ça devient clownesque. C'est vraiment un spectacle qui devient caricatural, parodique. On a évidemment une série de titres de journaux qui en soi sont parodiques. Donc, même que des fois, j'ai fait ça m'est arrivé récemment de partager 2 fausses unes du Journal de Montréal, Francis, pour l'anecdote. Et les gens pensaient que c'était vrai. Là. Beaucoup de gens, là, je me suis dit, ouais, là, par exemple, les gens doivent quand même être un peu plus attentifs, disons, à la présentation, parce qu'on voyait que c'était le Journal du Dôme là, qui était écrit, non le Journal de Montréal. Mais c'était dans le style, la réalité dépasse la fiction. Exactement. Donc, je me rappelle plus là les 2 nouvelles fausses justement que j'avais partagées, mais au sens humoristique. Et les gens pensaient que c'était vrai. Tellement que, effectivement, le déclin du Québec prend des proportions carrément caricaturales, clownesques. Donc, c'est vraiment un peu n'importe quoi, là. Donc, écoute, tu me demandes des solutions. Honnêtement, je dois avouer que j'en vois pas des tonnes, à part continuer à communiquer. De dire la vérité, là, parce que ça me fait penser justement à ce budget. Bon, les applaudissements, on se rappelle de la scène, on ne sait pas si elle est vraie, mais où est-ce que Staline était devant ses conseillers et là, tout le monde l'applaudissait et personne n'osait arrêter d'applaudir et c'était plus pour avoir l'impression, pour ne pas donner l'impression qu'il n'a d'être le premier à ne plus applaudir et donc être un traître ou quelqu'un qui ne supporte pas autant que les autres le régime et Staline. Et finalement, cette scène d'applaudissement de Staline qui dure 2-3 heures parce que personne ose arrêter, les gens ont mal aux mains et tout. Est-ce qu'on est un peu, c'est un peu caricatural, mais ou disons, c'est vu avec une vision un peu microscopique un peu, là, c'est dans un événement comme ça, mais on n'est pas là-dedans aujourd'hui. Tous disons, les rouages du système applaudissent comme ça et personne n'ose arrêter d'applaudir de peur d'avoir l'air de perdre ses privilèges, finalement. Oui, ça se peut. Oui, ben effectivement, tout régime fonctionne évidemment au privilège. Donc, c'est une autre échelle, hein, celle du Québec. Évidemment, c'est pas Cuba. Mais oui, il y a tout un paquet de gens qui sont devenus vraiment dépendants du gouvernement, sans lequel ils vont se retrouver sans sécurité. Et Dieu sait que la sécurité est importante dans une société comme la nôtre. Donc, il y a ça. Puis c'est un jeu dangereux. Par contre, je pense qu'on dépasse les bornes. Là. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de gens au Québec qui n'arrivent plus à la fin du mois et qui voient ça et qui... ça fait un peu Marie-Antoinette. Là. C'est-à-dire des gens quand même qui continuent d'avoir de très bonnes conditions de vie pendant qu'il y a une colère qui quand même est en train de... qui est en gestation. Hein. Je crois pas aux révolutions au Québec. Je pense que la léthargie est très, très forte. Mais il y a quand même un petit noyau qui, lui, regarde ça aller et c'est là qu'on peut alimenter un populisme un peu, effectivement, malsain ou... c'est-à-dire, c'est quand même paradoxal que nos élites accusent l'extrême droite ou de populisme, etc., alors que c'est quand même elle qui est dans un cynisme assez incroyable. Disons qu'elle joue un peu avec le feu. Juste une dont je parlais que j'avais partagée qui était fausse et humoristique. Les gens pensaient que c'était vrai. Donc, la SAC donne son stock de vin américain aux alcooliques anonymes pour ne pas encourager Donald Trump. Et les gens pensaient que c'était vrai. Et les gens disaient, ça n'a pas d'allure. Hein. Hey, le Québec, c'est quand même très drôle. Bon, il y a des gens qui avaient des problèmes d'alcool qui n'ont pas trouvé ça drôle, vraiment. Mais écoutez, on est presque là au Québec. Là. C'est-à-dire, on pourrait voir ça pour vrai et je ne sais pas si on s'en étonnerait. Donc, c'est carrément décadent. Vous avez vu là, plus d'1 million de dollars qui ont été dépensés par la SAC pour entreposer le vin américain pour ne pas encourager Donald Trump. On est pratiquement là. Donc, imaginez les dépenses, le gaspillage. Il y a plein de gens qui n'arrivent plus à la fin du mois et on dépense notre argent dans... La vertu coûte très, très cher au Québec. Elle coûte extrêmement cher. Et je pense que même dans un coin de pays aussi paisible que le nôtre, même dans notre société chalet, il y a des gens qui vraiment là, vont être en rupture avec le pouvoir politique, là, qui le sont déjà et qui songent aussi à quitter.
Il y a des gens qui ont on a quitté vu le que Québec. justement au Canada, là, je pense que c'était la première année. Je pense qu'il y a des rapports qui ont été faits là, où est-ce que la population a eu une décroissance. Donc, on se demande qui est sorti du Canada. Est-ce que c'est... En tout cas, c'est des gens qui le pouvaient, d'abord. Intéressant, oui, c'est un dossier intéressant, ça. Donc, on va voir à quel point peut-être que les élites canadiennes et québécoises sont en train de fuir le pays. C'est souvent le genre de dynamique qui annonce rien de bon. Puis on a vu aussi dans le traitement aussi de l'espèce de dynamique de diversion médiatique. Pour ne pas revenir avec les grands enjeux de la semaine, mais le 14 mars sur ta page Twitter X, tu as parlé justement de faire son épicerie en pyjama. Donc, oui, avec quelqu'un qu'on aime par contre, qui s'est prêté au jeu, un full professeur qui a été appelé à commenter cette nouvelle, un peu malgré lui, j'imagine. Oui, mon Dieu. Ça ne s'améliore pas. Hein. L'écosystème médiatique au Québec, ça ne s'améliorera pas non plus avec les nouvelles subventions. Donc, des gens qui sont carrément attachés quand même. Quand on attache le journalisme au gouvernement avec des médias d'État, finalement, il faut qu'on se questionner quand même sur l'indépendance et la qualité de l'information qu'on reçoit. Là. Parce que justement, il n'y a pas de quels sont les critères qui sont de ceux qui vont pouvoir les recevoir et que faire de ceux qui, par principe, refusent l'argent du gouvernement. Finalement, ils vont être encore une fois désavantagés par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment la logique du privilège qui continue. Mais cette logique du privilège, ce qu'elle a donné comme fruit pour la culture québécoise et pour les médias québécois, on voit à quel point ça n'a pas porté de fruits du tout. Au contraire, ça continue de décroître. Donc, c'est vraiment pas une question d'argent et peut-être le fait d'avoir de l'argent comme ça va nuire plutôt qu'aider. Ça ne développe pas la débrouillardise. Ça fait en sorte que les gens continuent, les médias traditionnels continuent avec des méthodes qui sont dépassées, non seulement sur le plan technologique, mais surtout sur le plan technologique, là, mais donc, parce que c'est ça, là, le cadeau, entre guillemets, que la gauche a fait à la droite, c'est-à-dire elle a forcé la droite à se débrouiller, à être inventive, à créer de nouveaux canaux de communication, les médias indépendants, pour continuer à véhiculer son message, puisqu'elle était censurée. Donc, la gauche a forcé la droite à se débrouiller, puis je dis la droite, entre guillemets, la gauche aussi. Donc, la gauche qui, elle, s'assoit sur ses lauriers, on a des caméramans, on a des maquilleurs, pendant que la droite fait des millions de vues avec un seul micro dans un studio. Donc, c'est la méthode Joe Rogan. Et nous, on s'étonne, finalement, on présente Joe Rogan comme une sorte d'extraterrestre dont il faut se méfier. C'est très particulier. Vraiment, on est dans un écosystème... Tu sais, quand on dit le dôme, là, c'est-à-dire... Je dis pas qu'il faut encourager, il faut seulement consommer des médias en anglais. Puis moi, je fais pas du tout ça. J'en consomme énormément en espagnol. Mais quand on ne sait pas qui est le podcasteur numéro 1 au monde et qu'on est l'État au-dessus de ce pays, c'est très, très, très particulier. On peut bien ne pas connaître la présidente du Mexique, là. Oui, c'est ça. Puis peut-être quelqu'un qui essaie de faire entre les deux, c'est Stéphane Bureau, et on invite nos auditeurs à aller voir un ami, encore là, de Libre Média, Jean-François Caron, qui est allé sur le plateau discuter les nouveaux courants politiques et du fascisme montant, selon Catherine Dorion et Jonathan Durand-Folco, qui étaient présents sur le plateau et qui ont pu discuter de ce fantasme ou non, à qui on laissera à nos auditeurs de juger de la pertinence de la comparaison avec la montée du fascisme. Alors, Jérôme, c'est un plaisir d'avoir été avec toi pour la première partie de ce balado. Dans la deuxième partie du balado, j'ai la chance de m'entretenir avec Virginie Dosti-Toupin, avec qui on va parler justement de la question de l'avenir et de la prise en charge, pourrions-nous dire, des jeunes garçons au Québec, qui est pas nécessairement la meilleure. Est-ce que les jeunes garçons ont leur place dans la société? C'est ce dont nous allons parler dans la deuxième partie de ce balado. Alors, Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on se revoit au courant de ce mois-ci, et on peut te lire comme d'habitude sur Libre Média, au libre-média.com. Et dans la deuxième partie de ce balado, nous sommes en compagnie de Virginie Dosti-Toupin. Virginie, bonjour. Bonjour.
Alors, Virginie Dosti-Toupin, vous êtes collaboratrice à Libéra Média. Bon, je vous présente à chaque fois. Là, je pense que nos auditeurs commencent à vous connaître, mais vous êtes également, disons, animatrice également du balado L'Antichambre d'écho, qu'on invite, encore une fois, nos auditeurs à aller écouter l'ensemble des entrevues. Là, vraiment, vous commencez à avoir une belle brochette ou palette d'invités. Là, ça commence à être très complet. Donc, vraiment, on peut aller voir ça sur YouTube et évidemment, vous suivre également sur X. Mais aujourd'hui, vous vouliez d'abord nous parler, revenir un peu sur, disons, cette nouvelle qui a fait scandale autour de cette vidéo à Repentigny, où est-ce qu'on voyait des jeunes justement engraissés. Bon, il y a eu plus de contexte au niveau des différents détails qui se sont manifestés par la suite, comme quoi, c'est un homme d'un certain âge qui venait en aide à une fille qui était harcelée, etc. Et donc, ce qui aurait ressorti, c'était justement le fait d'être pris à partie, que cet homme âgé soit pris à partie et éventuellement jeté par terre et roué de coups et tout ça. Donc, ça a vraiment scandalisé l'ensemble du Québec et même du monde, puisqu'il y a des gens un peu partout dans le monde qui ont retweeté. Donc, on voit qu'il y a certains narratifs médiatiques dans lesquels s'insère ce genre d'événement. Fait divers ou pas, là, ça dépend dans quel on peut comment classifier ce genre d'événement. Mais selon vous, Virginie de Stoupin, à la lumière de l'événement et du traitement médiatique et de la récupération à gauche, à droite de cet événement-là. Comment est-ce que vous voyez un peu ce genre d'événement? Quelle est votre analyse là-dessus? Oui, bien en fait, moi, c'est sûr que là, c'est un événement précis, mais je pense qu'il s'inscrit aussi dans une litanie de faits divers qu'on ressasse là, depuis quelque temps dans les écoles, autour des écoles. Donc là, on parle de commerçants riverains. C'était un peu la même chose dans certaines écoles, entre autres à Brossard. On voit qu'il y a une présence policière là, presque constante. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi, c'est sans compter en fait tous les rapports concernant les enseignants eux-mêmes qui rapportent des agressions, même jusqu'en maternelle. Donc, depuis quelques mois, on sent qu'il y a une accumulation de faits divers. Et puis, je pense que si on fait l'erreur de les regarder à la pièce, en fait, on voit pas le portrait plus global, qui fait en sorte que je pense qu'il y a plusieurs parents qui commencent à être un petit peu inquiets parce que dans le fond, on n'envoie pas nos enfants à l'école en se disant c'est une zone de danger et tout là. Normalement, c'est supposé d'être un endroit où sur le fond, on est là pour apprendre, socialiser. Or là, c'est ça, on a aussi des élèves qui ont dit avoir la peur au ventre là en allant à l'école, qui appelaient à l'aide leur direction d'école et tout. Et puis ça reste un peu lettre morte et puis on sent qu'il y a pas nécessairement une grande réflexion là de fond qui s'entame. Moi, c'est ce qui me préoccupe. D'ailleurs, il y a aussi le rapport de la FAE, je pense qu'on peut replacer dans toute cette litanie d'événements qui ajoute peut-être une couche aussi parce que là, eux viennent dire qu'il y aurait aussi beaucoup d'intimidation, d'intolérance en hausse, qu'il y a des insultes là, qui fusent de toutes parts, puis des termes péjoratifs là, qui sont de plus en plus fréquents à l'école. Évidemment, cette étude-là, elle a été critiquée, puis sur sa méthodologie, parce que c'est sûr qu'on est dans le qualitatif, c'est un petit échantillon et tout, mais en même temps, c'est difficile de pas constater pour quiconque là, côtoie des jeunes que les jeunes comme les adultes, par ailleurs, là, on a juste à regarder sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on le voit que c'est ça. Le ton, je pense, change. Il y a une violence qui est prête là à sortir à tout moment. Puis je pense que ça nous ramène quelques années plus tôt. On voyait moins là, justement d'intolérance par rapport à l'homosexualité. Il y avait une espèce d'acceptation qui était présente. Puis là, le rapport de la FAE, en fait, va voir là, dans les causes. Puis si on le lit, on remarque aussi qu'ils se sont intéressés là, on parlait d'entrée de jeu de l'attaque là, ou en tout cas de l'agression sur la personne plus âgée, auquel cas il y a été mention là, de certains si on veut, on parle de culture de violence ou enfin de chez certains jeunes où c'est banalisé si on veut. Puis là, dans le rapport, on en parle également. Il y a le mot islam là, qui ressort là, près d'une trentaine de fois dans le rapport parce qu'on sait qu'il y a des gens qui disent l'intolérance c'est lié parfois à la religion ou autre. Donc
C'est sûr qu'eux concluent que c'est pas le seul critère assurément, puis qu'il y a plein, même là on a entendu à la télé là, que Yasmine Abdel-Fadel qui nous parlait des catégories qu'ils ont pointées comme les hockeyeurs ou des jeunes qui écoutent des podcasts masculinistes. Donc ils sont allés chercher des petites catégories, mais ce qui conclut dans l'étude là, puis c'est vraiment mis en gras, c'est la catégorie la plus problématique, ce sont les garçons. Puis c'est vraiment écrit en caractère gras au cas où on n'aurait pas noté. Bon, c'est difficile de nier que les garçons, sont peut-être plus prompts à la violence que les filles. Ceci dit, de pointer puis de pointer du doigt puis de juste dire c'est vous le problème finalement, je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Puis même quand on regarde les stratégies, il y avait aussi la campagne On s'écoute, là, je pense que c'est Léa Clermont-Dion qui a été mise de l'avant, puis on a vu ça dans les médias aussi dans la foulée là, de toutes ces choses-là. Pour qui a écouté la capsule, c'est vraiment, on est dans la sensibilisation, on essaye d'embarquer les garçons là, en montrant des mauvais exemples de ce qu'il faut pas faire, de leur dire c'est ça qu'il faut pas faire. Or, je pense que pour vrai là, la sensibilisation, il faut pas se leurrer. Il y a des limites là, à ce qu'on peut faire avec la sensibilisation. Et puis, je remarque aussi que c'est comme si tout le monde semble oublier c'est quoi être des adolescents dans la vie. Je m'explique, là, je sens qu'il ne reste plus grand-chose contre quoi se rebeller pour les adolescents parce qu'en fait, les normes sociales sont déconstruites. Il y a plus tant de verticalité là, à l'école. C'est sûr que là, avec M. Drainville, on a essayé de remettre le vouvoiement à l'avant-plan, mais tu sais, c'est pas qu'une question de vouvoiement. Je pense que c'est aussi dans le respect des règles et aussi s'il y a jamais de conséquences à des actions, c'est sûr que c'est difficile là, de respecter. Donc, la baisse de verticalité, puis là, je me réfère à peut-être des ouvrages comme ceux d'Étienne Alexandre Beauregard ou de Stéphane Kelly là, qui nous parlent de l'école. Puis même, on a vu Pascal Bourgeois aussi sortir... c'est une chargée de cours à l'UQAM qui a parlé de l'éducation thérapeutique. Finalement, on est dans la relation d'aide à l'école. On veut aider, traiter, soigner. Mais en même temps, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de verticalité. Donc, on a des jeunes qui n'ont plus rien contre quoi se rebeller. Alors, faudrait... je reviens à la sensibilisation, il faudrait prendre garde que les jeunes ne se rebellent pas contre les causes, finalement, parce que c'est un peu ça qui semble se profiler. Que la seule chose qui reste là, c'est toute cette construction là, où est-ce qu'on nous dit sans arrêt les messages puis la moralisation. Donc, j'ai l'impression que peut-être chez certains jeunes, le fait est qu'ils vont se rebeller contre ces campagnes-là, contre cette moralisation-là. Donc, je pense qu'il y a 3 points importants là, si on veut avoir une stratégie qui fonctionne vraiment pour mettre la violence de côté dans nos écoles puis que nos enfants aient pas peur d'aller à l'école, essayer de dialoguer. Avant de rentrer dans justement, restons un peu dans l'analyse avant d'entrer dans vos solutions. Oui. Justement, ce que vous mentionnez, c'est que on part du fait que la majorité entre guillemets des prisons sont remplies par les prisons pour hommes sont beaucoup plus grandes que les prisons pour femmes, donc parce qu'il y a une proportion inégale à ce niveau-là. Et on parle justement de le problème de la violence chez les jeunes garçons en particulier. Donc, on part de ce fait-là. Et finalement, ce qu'on décrit, c'est que et ce que vous décrivez aussi, c'est justement cette moralisation. La solution en faisant la morale, finalement, ça empire le problème puisque ça incite ces jeunes-là à se rebeller contre les prescriptions qui leur sont faites. Donc, mais pour revenir justement sur la question des garçons en particulier, est-ce que justement ce fait-là pourrait pas être aussi un indice de ce que la société en général et l'école en général est plus ou de moins en moins capable d'intégrer, disons, cette pulsion vers on pourrait dire les différentes, pas valeurs, mais tempéraments masculins, la compétition, la volonté de se dépasser et tout ça. La culture scolaire n'étant plus adaptés, n'étant plus capables d'intégrer ces forces-là dans leur version positive. Et là, finalement, c'est la version négative qui ressort puisque c'est, entre guillemets, moins bien encadré. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là de la culture québécoise et scolaire à intégrer, disons, le tempérament masculin et donc en faire bénéficier l'ensemble de la société dans sa version positive, selon vous, Virginie Dosti-Toupin?
Oui, ben tout à fait. Je suis vraiment 100% d'accord avec ce qui est évoqué là. Puis, il faut saluer le courage de quelqu'un comme Marwa Rizki qui a mis la question des difficultés scolaires que rencontrent les garçons là, à l'avant-plan, alors que c'était tabou, puis on peut pas en parler parce que on parle constamment. Il y a des programmes là, mettons chapeau les filles ou les filles en sciences. On veut toujours. Puis c'est correct, moi j'ai 4 filles, là. C'est sûr que je trouve ça bien quand on s'occupe des filles, mais en même temps, il faut s'occuper aussi des garçons. Faut voir qu'est-ce qui va pas avec lucidité. Puis il y a plein d'indicateurs. Juste le fait que effectivement le jeu risqué, c'est compliqué à l'école là, en ce moment. T'sais, quand on n'est pas capable de glisser ou de se bousculer un peu ou même de sortir dehors, dans certains cas, c'est pas rare là, que les écoles... Le chamaillage est pas bien vu là, dans les écoles. Puis on peut remonter aussi même juste le fait de jouer dehors à la garderie. Parfois, c'est compliqué, justement, pour des raisons pratiques souvent, mais ça empêche justement ce défoulement puis l'apprentissage des jeunes garçons en particulier à encadrés par eux-mêmes, disons, cette pulsion vers la force et le déploiement, tout ça, c'est un apprentissage que chaque garçon ou chaque fille aussi, mais peut-être ce qui est déploré en ce moment, c'est seul particulier aux garçons. Donc, apprendre à se contrôler, entre guillemets, comme disait le père d'Albert Camus, un homme, ça s'empêche. Le propre de l'homme, c'est de s'empêcher lui-même de ce qui se bouillonne en lui ou de l'encadrer pour que ça sorte de manière positive. De la garderie jusqu'à la fin du parcours scolaire, on n'est plus capable de l'apprendre parce qu'on ne le laisse plus, on lui laisse plus l'occasion de se déployer. Exactement. Puis on peut aussi faire le lien là, avec la médication aussi là, chez les jeunes. C'est beaucoup là. Les proportions sont élevées. Puis je pense que le Québec aussi est champion là au niveau de la médication pour le TDAH. Donc c'est sûr que je dis pas qu'il y a pas des gens là-dedans qui doivent avoir de la médication, mais en même temps c'est peut-être quand on se compare puis qu'on est vraiment à des zones stratosphériques par rapport à d'autres juridictions, peut-être qu'il faut aussi se questionner sur est-ce qu'on médicamente des personnes qui, par ailleurs, n'auraient peut-être pas besoin si, justement, on ajustait le cadre là, puis le système au lieu de médicamenter les enfants. Donc, c'est sûr que oui, je pense que pour les garçons, il va falloir qu'on se préoccupe du décrochage scolaire, du manque d'engagement, peut-être d'ajouter du sport. Il faut qu'on fasse un grand chantier qui répond à ces questions-là parce que on peut pas juste dire vous êtes le problème puis s'arrêter là ou essayer de faire un peu de sensibilisation. Je pense qu'on va être dans un cul-de-sac si c'est notre approche. Puis c'est pratiquement, comment voyez-vous comment mettre en pratique ce que vous venez de manifester? Est-ce que ça serait par exemple, la séparation, retourner, pour ceux qui le désirent, à des écoles séparées, filles, garçons? Est-ce que ça pourrait être une façon pratique de permettre cette approche particulière ou particularisée, une approche client finalement? Est-ce que ça peut être une avenue de solution, selon vous? Oui, ben je me suis questionnée là-dessus parce que c'est vrai qu'on a vraiment complètement changé notre fusil d'épaule. Je veux dire, toutes les écoles qui étaient à l'époque des écoles de filles ou de garçons ont fait la transition. Donc, je suis pas sûre qu'on va pouvoir revenir en arrière sur ça. Je sais même pas si c'est une bonne chose. Des écoles de filles encore, ça se trouve encore. Certaines ont été, oui, il y a eu une mixité graduelle qui s'est faite. Il y a certaines radicales dans les années 60, mais après ça, c'est devenu plutôt graduel. Mais on trouve encore, par exemple, à Montréal, des écoles pour les filles uniquement. Donc, là, j'aimerais, je pense qu'il y en a une, assurément, mais je sais pas, les données sont pas très claires à savoir si ça favorise ou pas. Puis après, il y aurait aussi des idées possibles comme même si l'institution est mixte, de faire peut-être des classes non mixtes donc peut-être de jouer avec, pour certaines matières ou enfin, il y aurait peut-être là un projet pilote intéressant à faire, mais d'ici là, peut-être même avant d'aller à des solutions peut-être plus drastiques comme ça, je pense qu'il faut vraiment des espaces de dialogue dans les écoles. Puis je sais que certains profs de CCQ utilisent les périodes de CCQ pour écouter de façon non moralisatrice là, les jeunes, les laisser parler, puis d'aller au fond des choses entre eux, avec le groupe. Je pense que ça, c'est très, très positif. L'autre chose, c'est d'avoir des modèles. On parle, oui, de, mettons, séparer les filles et les garçons, mais peut-être d'avoir des modèles, spécifiquement peut-être au secondaire, là, des profs qui peuvent incarner des bons modèles, mais aussi dans la culture populaire, parce que je pense que ça, c'est un problème. Là, dans la culture populaire, pendant longtemps, il y avait très peu de
de modèle masculin positif, là. Puis je pense que c'est encore un peu le cas, là. C'est difficile de trouver des exemples qui sont inspirants. Puis pas juste le modèle masculin, mais aussi l'interaction homme-femme qui n'est pas hostile, qui n'est pas deux camps comme une fameuse guerre des sexes là ou quoi. Donc de peut-être réapprendre penser... la galanterie. Oui, tout à fait, parce que c'est sûr que le masculinisme là, c'est qu'on déplore, c'est celui qui est au fond une espèce de primaire, le retour à l'aspect primal, on pourrait dire primitif de la masculinité. Là. C'est de l'individualisme. Pré-civilisation, finalement. Exact, c'est de l'individualisme, puis il y a beaucoup de misogynie, mais il y a un masculinité, j'ose pas dire masculinisme, mais il y a une masculinité positive qui, dans son rapport aux femmes aussi, qui, à mon sens, devrait être mise de l'avant. Puis après, il y a aussi une certaine verticalité dans les écoles, parce que je pense que quand on ne punit pas des actes de violence, ben c'est sûr que le message il est quand même clair là, pour tout le monde, c'est qu'on peut continuer finalement. Donc puis autant entre les élèves qu'avec les enseignants, faut qu'il y ait puis on le voit là, une des différences entre le réseau public et privé, c'est que dans le réseau privé, ben c'est tolérance zéro là, puis un peu comme dans le système de la santé, c'est tolérance zéro. S'il y a de la violence, si on appelle un code blanc, tout le monde vient réagir. Là, dans l'école, c'est comme si les enseignants sont un peu laissés à eux-mêmes là, face à tout ça. Puis en fait, il faut qu'il y ait l'équipe se soude, puis que ça soit non, puis que les parents comprennent aussi que si ton enfant a agressé quelqu'un, ben c'est sûr qu'il va y avoir une conséquence là. Donc mais c'est un chantier, puis ça va prendre. Moi je pense aussi qu'au final c'est dans les relations, c'est le rôle de la famille. On le dit pas assez, là on parle de l'école puis des intervenants et tout ça, mais c'est le rôle de la famille. Je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai 4 filles, mais c'est sûr que j'espère que les familles qui ont des garçons, ben parlent à leurs garçons souvent, les éduquent le mieux possible par rapport à tout ça, puis essayent d'être à l'écoute. Puis de voir un petit peu justement avant qu'il y ait de la radicalisation ou qu'il y ait une banalisation de la violence. Je pense que ça se passe à table, au souper, en famille. Il faut avoir des conversations, il faut valoriser nos relations humaines. Même si, bon, on est à l'époque où tout ça se numérise ou enfin que les gens se referment un peu dans leur bulle. Puis même chez les jeunes, on le voit, là, la socialisation, on n'est vraiment pas au niveau d'où on était quand nous, on était plus jeunes. Donc, les jeunes, typiquement, voient beaucoup leurs amis. C'est l'âge où on sort, où on voit nos amis. Et puis là, on le voit, les données sont claires. Là, partout en Occident, ça diminue. Chez les jeunes, ils voient moins leurs amis, sortent moins. Accessoirement, consomment moins aussi d'alcool. Donc, ça, plusieurs parents qui sont contents de ça. Puis je comprends, mais en même temps, c'est un signe qu'il y a moins de socialisation aussi. Là. Donc, ça va de pair. Je pense que j'encourage pas les jeunes à sortir boire, mais à sortir se voir et faire des activités. Puis là-dessus, je pense que les écoles peuvent aider, les parents peuvent aider aussi, mais ça va aussi prendre des jeunes qui sortent un peu de leur coquille parce que quand ils font des bonnes choses, finalement, ils sont pas en train de faire d'autres affaires qui sont moins bonnes. Donc, vraiment, c'est un sujet à suivre. On aura l'occasion d'en discuter dans les prochaines semaines, justement, sur cette dynamique qui évolue, disons, à travers les évolutions de la société, que ce soit lié parfois, c'était ce qui était mis en exergue à l'immigration, les rapports hommes-femmes qui sont différents selon les cultures. Donc, ça apporte de la complexité aux enjeux. Et donc, ça sera un plaisir d'en discuter de nouveau avec vous, Virginie, dans les prochaines semaines. Il y a un autre sujet sur lequel vous vouliez, disons, apporter votre grain de sel analytique. C'est justement cette question, liée à la question de l'énergie. On a vu la candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, qui a pris, s'est exprimée sur le sujet, sur la question du gaz et du prix du gaz à la pompe, mais également par rapport aux agriculteurs. Elle a demandé à ce que justement, la taxe carbone soit remplacée, soit remboursée aux agriculteurs qui la paient, tout ça. Donc, vraiment des enjeux liés à l'énergie qui se posent, notamment dans cette campagne à la chefferie. Comment est-ce que vous voyez un peu, quel est le portrait général de la situation énergétique au Québec et quelles sont les différentes solutions pour tous les politiciens qui nous écoutent?
Oui, ben c'est ça. Puis oui, il y a tout ce que vous avez mentionné là, que Mme Fréchette a mis de l'avant, mais il y a aussi une certaine ouverture au gaz de schiste là, qui est nouvelle. Là, c'est sûr bon, il y a la guerre au Moyen-Orient. On voit que ça a un impact à la pompe, justement. Le prix du pétrole s'en ressent. On a vu quelques appels là, sur les médias sociaux puis dans certaines tribunes populaires à s'affranchir du pétrole, là, comme s'il fallait accélérer, si on veut, la transition, surtout au niveau du transport et tout. Puis je pense que de facto, avec le prix à la pompe, bon, on sent que autant là, il y avait beaucoup moins d'intérêt pour les voitures électriques, autant là, peut-être que ça va réveiller un certain intérêt, même sans subvention, peut-être, qui sait, pour des gens qui voudront s'acheter une voiture électrique, puis tant mieux. Mais en même temps, si on pense qu'on va pouvoir s'affranchir du pétrole, c'est peut-être un peu naïf, dans le sens où je pense que... Bon, il faut se donner des infrastructures capables de répondre à la demande éventuelle. Si on veut une croissance de la voiture électrique, ça va prendre des infrastructures, comme une grid, comme on dit en anglais, capable de répondre aux besoins. Oui, tout à fait. Puis le pétrole, de toute façon, c'est pas que pour le transport. Là, il y a plusieurs utilisations. C'est assez intense là comme utilisation. Donc ça va plus loin que le transport. Mais effectivement, en fait, on en a parlé souvent là que les limites de notre puissance énergétique se font sentir. On a été importateur net là à quelques occasions dans les pointes et tout. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'ouverture au gaz de schiste. Puis là, on a Mario Dumont là, qui est revenu sur cette nouvelle-là, puis il disait peut-être aussi même l'ouverture peut-être aux hydrocarbures ou à d'autres ressources là, sur lesquelles on a fait un grand X. Puis j'ai trouvé intéressant dans son texte qu'il revienne sur le fait que, tu sais, quand la CAQ a senti que c'était une bonne idée là, de dire oui, nous, on fait une croix là-dessus, sur l'exploitation, sur la recherche, sur l'exploration, tout ça, on veut même pas le savoir. Quand ils ont fait une croix là-dessus, à l'époque, c'était, tu sais, bon, on a envie d'être consensuel puis de gagner des points du point de vue environnemental. Or, à l'époque, et c'est ça ce qui me remet de l'avant, c'est qu'il y avait un sondage qui montrait qu'en fait, les gens, les Québécois n'étaient pas tant favorables à ça parce qu'il y avait 52% des Québécois qui souhaitaient que le Québec développe l'exploitation de ses ressources pétrolières et seulement 28% des répondants qui préféraient continuer à importer. Donc, c'est là où, puis tu sais, je pense que tout ça met aussi de l'avant une certaine hypocrisie, là, dans le sens où au Québec, on a des contradictions. Tu sais, on veut être environnementaliste et tout, mais en même temps, tu sais, on veut des grands projets, des programmes sociaux, puis tout ça, on veut dépenser comme s'il y avait pas de lendemain. Donc, c'est un peu contradictoire. On veut pas créer de la richesse chez nous, mais on a beaucoup d'idées pour savoir comment dépenser l'argent. Alors, je pense qu'on est peut-être. Puis là, tu sais, on parlait de données de 2022, mais je pense que l'évolution de l'opinion publique aussi a changé depuis. Là, on est en 2026, le portrait est complètement différent. La question de la souveraineté revient avec beaucoup d'importance, autant souveraineté énergétique que d'autres formes de souveraineté. Donc, je pense que d'ouvrir la porte à une certaine exploration, à de la recherche, à savoir c'est quoi le portrait réel, tu sais, sans se précipiter dans des décisions ou dire oui à des techniques qui seraient à mon sens problématiques comme tu sais la fracturation près du Saint-Laurent, là où les gens vivent. Tu sais, je pense qu'on peut quand même se questionner. Puis après, ouvrir un peu la porte à ça. Mais il y a aussi la question du nucléaire. Exactement, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensiez de cette lettre d'opinion et cette signature, presque, on pourrait dire une pétition, qui a été publiée notamment dans le journal La Presse, qui propose une deuxième chance pour le nucléaire au Québec. Et selon Sabrina Desilets, étudiante en doctorat en génie chimique à Polytechnique de Montréal, et qui fait partie des 5 co-signataires. Selon eux, ça serait judicieux de revoir l'opinion sur le nucléaire. Est-ce que vous partagez cette opinion et cet enthousiasme pour disons, le nucléaire 2 ou 3.0?
100%. J'étais tellement contente de voir qu'il y avait des étudiants de la Poly qui courageusement ont signé cette lettre ouverte. Ils nous disent, je vais juste lire un petit extrait parce que je trouve que la lettre est vraiment bonne. Donc, on nous dit, voici ce dont on aurait besoin. Une source d'énergie pilotable, abondante, complémentaire à l'hydroélectricité, à faible impact écologique et sûre. Le nucléaire peut cocher toutes ces cases. En termes de densité énergétique, on ne peut faire mieux. Et donc, j'accueille vraiment d'un bon œil là, qu'il y ait des étudiants au doctorat, à la maîtrise, à la Polytechnique, donc des gens qui connaissent ça quand même, qui nous rappellent qu'on a encore, même si Gentilly a été fermée et pourrait être réouverte, là, selon ce qui nous avait été dit à l'époque, on demeure qu'on a encore une riche expertise là, au Québec en génie nucléaire. Et moi, je ne m'explique pas qu'on ait fait une croix sur cette forme d'énergie-là parce que dans le mix énergétique, ça amène une stabilité. Bon, bien sûr, on peut dire l'hydroélectricité aussi, c'est stable. Or, on en a parlé souvent, les réserves d'eau sont à sec. Là. Peut-être qu'on va voir avec l'hiver qui se termine si il y a neigé assez pour renflouer un peu ou pas. Mais assurément, les 5 dernières années ont été difficiles là, pour nos réserves. Puis on ne sait pas tant où vont les cycles hydrauliques et tout. Donc, ça peut être rassurant de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Et le nucléaire constitue une autre sorte d'énergie qui est stable et qui, contrairement à d'autres formes d'énergie, n'est pas non plus en proie tant que ça c'est ça, l'instabilité ou à des phénomènes comme on a vu en Europe. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir parce qu'on en avait parlé à une ou deux occasions, là, la fameuse panne en Espagne. Donc, l'autorité officielle du réseau électrique européen a publié son rapport sur cet événement-là. Et puis, bon, c'est un rapport qui a un ton politiquement, on va dire, prudent. Donc, il s'avance pas tant, mais ça vaut la peine de le lire parce que les données sont assez claires puis rendent la cause assez limpide là, dans le sens où il nous explique là, que dans les 80 premières secondes de cet événement-là, l'Espagne a perdu 2,5 gigawatts de production, soit à peu près 10% de leur total approvisionnement total. Et ces mégawatts-là provenaient des énergies renouvelables. Donc, pendant un certain temps, après ça, le gaz et l'hydroélectricité sont restés stables, mais après, il y a une cascade là, qui s'est enclenchée, puis ça a fait des défaillances en chaîne et les énergies renouvelables ont chuté tellement vite que la stabilisation du réseau a pas eu le temps de réagir, puis il y avait plus d'inertie dans le réseau. Donc, en fait, ce que ça met en lumière, c'est que si on veut mettre beaucoup d'énergie renouvelable dans notre réseau, il faut s'assurer que notre réseau est prêt pour ce genre d'énergie-là et que ça ne fera pas défaillir toute l'affaire. Donc, ça prend un backup, comme on dit. Là. Exact. Ça prend un backup très, très solide, capable de faire comme si on n'en avait pas. Donc, finalement, c'est vraiment de l'extra, finalement. Là. Les énergies intermittentes doivent rentrer dans la zone extra à peut-être revendre à d'autres pays, mais le système ne doit jamais dépendre de ce type d'énergie. Exactement. Puis donc, il conclut à une perturbation locale rare quand même, donc c'est quand même rassurant, mais en même temps, on peut voir là, que ça fait partie quand même des critères dont on doit tenir compte quand on planifie le mix énergétique. Puis comme on est vraiment là-dedans au Québec, je pense que ça vaudrait la peine de s'intéresser de près à tout ça. Puis j'espère que c'est ce que fait Hydro-Québec. D'ailleurs, en Europe, il y a comme une fracture qui se dessine. Là. Il y a la Suède aussi qui a lancé un pavé dans la mare parce que la Suède est un très, très bon élève en termes de transition énergétique et tout. Et puis là, ils reconsidèrent sérieusement l'union de l'énergie qui se profile en Europe. Donc, là, pour faire court, là, c'est que je pense que l'Europe veut dire, on va prendre l'énergie des bons élèves puis on va l'envoyer un peu n'importe où. Donc, la Suède se méfie beaucoup et donc, ça pourrait être plus difficile qu'on pense là, pour l'Europe de faire une union énergétique là, à l'échelle du continent parce qu'il y a déjà, on voit les bons joueurs sont fâchés de se faire punir dans l'équation. Alors, ça va être à suivre du côté de l'Europe aussi. Parce qu'on sait que l'Europe sont dans leur gros problème énergétique, c'est justement sur leur dépendance au gaz russe notamment. Donc, oui. Ils sont dans... et notamment...
étant une conséquence de l'abandon du nucléaire par l'industrie, ou disons la zone industrielle européenne la plus importante, l'Allemagne. Donc, on voit à quel point l'abandon irréfléchi de certaines technologies peut mener à des conséquences gravissimes qui peuvent, mettre en péril parfois la souveraineté, l'unité aussi nationale. Donc, exclure des types d'énergie par, on pourrait dire, dogmatisme idéologique, c'est vraiment la chose à ne plus refaire, là, parce qu'on a vu les conséquences. Tout à fait, est vrai. C'est un cas d'école et puis d'ailleurs, il compare souvent la France et l'Allemagne en Europe avec des trajectoires fort différentes. Et on le sait, là, la France aussi a levé le pied un peu sur le nucléaire, mais elle était forte d'un développement passé qui était quand même un bel héritage. Là, donc, ils ont quand même surfé là-dessus. Et là-bas, je pense... On a vu la semaine dernière, ça dépend à quelle date on écoute ce podcast, mais récemment, le président a même parlé de reconstruire des bombes nucléaires. Donc là, on est vraiment à un autre niveau du discours, là, parce que cette vulnérabilité-là se joue à différents niveaux. Mais c'est sûr que pour le Québec, on n'est pas dans l'armement nucléaire. On est vraiment dans l'énergie nucléaire pour utilisation civile. C'est de ça dont on parle. Oui. Mais aller jusqu'à parler de bombes nucléaires dans les bouches d'Emmanuel Macron montre à quel point le nucléaire est redevenu une énergie, entre guillemets, politiquement correcte. Et l'exclure est devenu tabou. On pourrait dire ça. C'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Donc, on a des leçons à apprendre de nos cousins français, finalement, sur cette question, je pense. Qui ont une longueur d'avance dans la dénucléarisation et la rénucléarisation. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de... il faut prendre le train là où il est rendu. C'est ce qu'on retient de notre entretien. Virginie Dosti-Toupin, je rappelle à nos auditeurs qu'on peut vous suivre, notamment sur X au @commercial VD Toupin. Et également, vous êtes animatrice du balado L'Antichambre d'écho, qu'on peut suivre, oui, sur X, mais principalement sur les différentes plateformes de balado-diffusion, ainsi qu'en version vidéo sur YouTube. Alors, Virginie Dosti-Toupin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous suivre sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Nous vous invitons bien évidemment à vous rendre au libre-media.com et à vous abonner pour la modique somme de 4$ par mois, ce qui vous donne entre autres choses un accès illimité à tous nos contenus. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.